Je suis très heureux d'être avec vous, surtout dans ce lieu emblématique. Je ne sais pas si vous le savez tous, qui était l'hôtel particulier où Christian Lacroix défilait. Et donc, il a une force émotionnelle forte. Je vais vous raconter ma passion, un peu de mon histoire et comment l'art a été la source principale de mon inspiration, de mes passions, de ma destinée et de ma vie aujourd'hui. Tout a commencé en 1966. En 1966, ma mère m'a invité, j'étais alors un très jeune homme à Limoges, à voir un vernissage d'un artiste qui s'appelait Raoul Haussmann. Raoul Haussmann était un grand dadaïste qui avait migré en clandestin à Limoges durant l'occupation. Et il exposait ce jour-là dans un magasin d'antiquités. Nous arrivons dans cet endroit et Raoul Haussmann était devant la porte. Il avait une robe de chambre, un béret, une clochette et une bougie. J'avais 16 ans. Et il disait « Takata ! Tak, 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 takata !» Dans cette ville de province, chère à La Fontaine pour la décrier, cette situation était surréaliste et m'a choqué. La première chose que j'ai appris de ce vernissage, c'était qu'il ne fallait pas avoir peur du regard des autres. Du regard des autres, de ce que les autres vont penser. À l'intérieur, à l'exposition, au milieu de ce capharnaüm, comme l'aurait décrit Dickens, de meubles enluminés, de meubles dorés, il y avait 12 collages carrés, comme des couvertures de disques, comme des couvertures d'albums que je commençais à écouter, des Yardbirds, des Pretty Things ou des groupes les plus alternatifs de Londres. Ces 4 collages étaient faits dans les matières les plus pauvres de l'humanité. Le carton ondulé, la toile de sac à patates, le carton craft. Ils étaient là collés et par-dessus, coupés dans du papier de couleur primaire comme la French Touch ou comme mes chaussures aujourd'hui, il y avait écrit « E, A, I, O » des cris de guerre, des slogans, des choses inimaginables dans ce décor de capharnaüm, de meubles antiques. J'ai appris 3 choses de ce vernissage. 3 choses. Ne pas avoir peur du regard des autres. J'ai appris que parfois, les choses les plus déconcertantes, les plus fortes, les collages, parce qu'il y avait aussi le collage de ces meubles d'époque et de ces œuvres modernes, créaient le trouble, certes plus que le glamour. Et troisièmement, il y avait des photos de personnages en lévitation. Et j'ai compris ce soir-là, au travers du travail de Raoul Haussmann, qu'il y avait le trouble du collage de la situation événementielle, le trouble de l'œuvre et le trouble de la photo. Quand quelques années plus tard, il faut que je regarde mon timer, parce que sinon on est parti jusqu'à minuit. Lorsque ma mère, quelques années plus tard, qui avait racheté une entreprise de prêt-à-porter à Limoges, me dit « Jean-Charles, viens dessiner une collection », je n'avais aucune formation. Je lui dis « Mère, nous allons commencer par la fin ». Je suis allé acheter des vassinges, c'était des matières, c'était des tissus pour nettoyer le sol, c'était des choses qui étaient faites dans des déchets, et j'ai commencé à couper des vêtements dans des tissus qu'on appellerait aujourd'hui upcyclés, ou des couvertures qui étaient reconstituées. Lorsque j'ai présenté cette collection à Paris, les acheteurs américains s'en sont emparés et je suis rentré à 17 ans et demi chez Bandel et chez Gimbel Sachs. Eugenia Shepard, qui était là durant cette présentation, me dit « But Jean-Charles, it looks like arte povera ». Je ne connaissais pas l'arte povera. Mais ce jour-là, j'ai compris que j'étais plus du côté de l'art que de la mode, mais que je pouvais utiliser la mode comme un art et que l'art allait être définitivement ma destination de transversalité. À partir de ce jour-là, nous sommes en 71, à partir de ce jour-là, je n'ai eu de cesse
que de forcer la porte des ateliers des artistes que j'admirais, qui me troublaient, qui m'interpellaient et qui provoquaient l'époque. Je suis allé aussi bien chercher sur King's Road Malcolm McLaren pour qu'il compose la musique de mes défilés. Il était à l'époque manager des New York Dolls. Je suis allé chercher à New York Duane Michaels pour qu'il fasse des portraits. Je suis allé chercher Olivero Toscani. Et j'ai commencé à travailler pour des industries en Italie. Une industrie notamment qui était Max Mara. Achille Maramotti était un homme extraordinaire. Lui, il considérait que l'art était au-dessus de tout. Il avait collectionné ses premiers Magritte juste à la Libération. Il avait des collections de Morandi extraordinaires. Et il finançait chaque mois, entendez bien, il finançait chaque mois avec 1 million de lire 14 artistes. 14 artistes recevaient un chèque d'1 million de lire chaque mois. Et je connaissais ces 14 artistes. Et à chaque collection que je dessinais pour lui, il m'offrait un tableau. C'est ainsi que j'ai reçu un tableau de Basquiat. C'est ainsi que j'ai reçu un Kiefer. C'est ainsi que j'ai reçu un Kia. C'est ainsi que j'ai connu tous les acteurs de la figuration libre. C'est ainsi que je suis allé à l'exposition emblématique de l'art allemand qui était Zeitgeist. C'est ainsi que j'ai compris que l'art était là, comme mon armure, omniprésente à mes côtés. C'était mon chemin. Plus je rencontrais ces artistes, plus ils voulaient faire des choses avec moi, des manteaux peints, des expériences, des accumulations, des robes tableaux. Et là a commencé ce long processus de robes tableaux. J'ai commencé à découper à la serpe, comme la chasuble de Saint-Louis à Notre-Dame, le vêtement de pénitence qui m'inspirait, des grandes robes de toile, et je les ai données à Miguel Barcello, à Annette Messager, pour que l'intervention soit directe, qu'il peigne direct. Il y a un film de référence que vous devez absolument voir qui s'appelle Mode in France. C'est un film de William Klein qui a été le témoin de tout ce mouvement, où on voit Ben en train de peindre une de mes robes et il écrit « Je suis toute nue en dessous ». Croyez-moi que cette robe, aucun mannequin ne voulait la porter. Donc nous étions dans une époque encore très différente où les frontières, non seulement entre l'art et la mode, n'étaient pas abolies, mais entre la pudeur et la liberté d'expression, n'étaient absolument pas abolies. Tout s'est cristallisé par un défilé sous les colibets et sous la différence à la fin des années 80, vers 87, à la FIAC. Nous avons fait défiler 20 robes tableaux de Combas, de Di Rosa, de Ben, de tant d'autres artistes. Et là, un galeriste me soutenait, il s'appelait Yvon Lambert. Mais au quotidien, ce qui m'intéressait, il faut que vous compreniez que nous étions dans une dimension pas comme aujourd'hui de l'art et de la mode. C'était un contre-courant. On disait que je faisais de l'anti-mode. On disait que je faisais un chemin à contre-courant. Effectivement, l'idée était nietzschéenne. Aux gens rares, les choses rares. Aux gens rares, les choses rares. Il y avait quelques initiés qui comprenaient. Quelques-uns achetaient la robe de Malaval. D'autres comprenaient que ma campagne de publicité en 82 ait été shootée par Robert Mapplethorpe sur des hommes alors que c'était des pulls pour femmes. Donc, Cindy Sherman, par exemple, lorsqu'elle a fait ses premières transfigurations dans mes vêtements, où elle commençait à initier ce processus de transformation de sa personnalité, où je citerai encore Peter Hujar, avec qui j'ai longtemps travaillé, à qui je demandais de photographier mes manteaux plaids, et qui, en fait, les mettait sans mannequin et les posait sur une chaise, qui ont été exposés récemment au Jeu de Paume. Cette situation était comme si j'étais le curateur absolu de mon utopie. Ce monde se réalisait, se cristallisait sous une tente comme celle-ci. Il me reste encore quelques minutes. Sous une tente comme celle-ci, tous les 6 mois, s'installait, à la manière d'une photographie de Vanessa Beecroft, s'installait une cérémonie extraordinaire. Il y a une phrase qui me semblait très emblématique d'une artiste qui s'appelle Laurie Anderson, qui dit « And they all arrive at the same moment, and they were all wondering what's behind the curtain. » Tout était ce qu'on attendait de ce moment. En fait, les défilés étaient devenus
les prémices des performances, comme celui qu'on a vu récemment de Balenciaga. Les défilés étaient... Je demandais à des artistes comme Xavier Veillant de faire mes décors. Tout était en place pour créer un rituel extraordinaire. J'appelais Kraftwerk pour composer des sons pour Max Mara. Tout était permis parce que tout était possible. Tout était possible. Jusqu'à ma campagne de publicité, que vous avez dû voir passer derrière, qui s'appelait Les Contemporains, où j'ai demandé à Toscani de photographier tous mes amis, mes potes en quelque sorte, dans mes pulls. Alors, mes amis, qui en 82 n'étaient pas encore appelés influenceurs, étaient Andy Warhol, Ettore Sottsass, Mandini et quelques autres comme Pomodoro. Et il y a à l'heure actuelle 140 portraits comme ça faits par Bettina Reims et Olivero qui vont sortir, je l'espère, dans un prochain livre. L'idée était de faire ensemble. L'idée pour moi était de me mettre en danger surtout. C'était un geste artistique de me confronter au meilleur. Et puis, est arrivée en fait une révolution, le digital, Internet. Grâce à mes fils, je me suis connecté tout de suite. Je suis devenu MySpacien. Vous vous souvenez de MySpace? J'adorais MySpace. Je pouvais aller voir la playlist de Damon Albarn. Je pouvais aller voir la playlist de Damien Hirst. Je pouvais faire une sorte d'arbre généalogique du son. Et moi, le son, ça a toujours été ma vibration. Ça a été ce qui m'a fait ne jamais vieillir. C'est ce qui m'a toujours projeté demain, l'art et le son. La mode étant un médium. Et là, tout s'est décloisonné. Mon rêve absolu s'est mis en place. C'est extraordinaire. Le monde était là. Mon vieux pote Malcolm McLaren, mon vieux frère d'armes, me dit, je lui dis, mais je ne comprends pas, Malcolm, tu n'as pas un site internet? Non, Jean-Charles, no. This is fucking bad, you know. You should never use that kind of stuff. We are resistant. We are guerrilla. We are fighters. We have to keep the underground feeling. Et je lui dis, Malcolm, c'est pas possible. Moi, au contraire, je rêve d'infiltrer ce système. J'ai envie de le pénétrer avec mes couleurs primaires que j'avais vues sur les premiers tableaux d'Haussmann, parce que j'étais resté fidèle pendant 50 ans à ces couleurs qui sont aujourd'hui, j'ai vu les couleurs aussi de la French Touch, des couleurs contaminantes qui nous parlent d'art, qui sont des référents de Mondrian, qui sont des référents de Fernand Léger, qui sont des référents de l'arc-en-ciel, tout simplement de l'arc-en-ciel. C'était mon drapeau. Et là, je me suis dit, bam, je vais y aller. Et puis un jour, savez-vous que dans les années 80, un commercial, un homme de marketing vient me voir et me dit, Jean-Charles, est-ce que tu sais ce que c'est que les 4 P? Moi, je lui ai dit, je ne sais pas. Papa, le pape, je venais d'habiller le pape avec les GMJ. Il dit non, les 4 P, c'est les pierres angulaires du marketing. Produit, prix, positionnement, publicité. Pour avoir quoi? Pour avoir le pouvoir et le public. Alors là, j'ai dit, c'est grave, je ne les ai pas. Je ne les ai jamais eus. Alors comment se fait-il que j'ai eu du succès? Et puis quand Benetton m'a téléphoné, il y a 3 ans, quand Olivero Toscani, mon vieux compagnon d'armes, avec qui j'avais fait la route depuis les années 60, quand on avait déposé le nom de Jésus, vous imaginez, on avait déposé le nom de Jésus. Il n'y avait pas de copyright sur Jésus. Donc on a déposé la marque. Et donc j'appelle Olivero Toscani m'appelle, il me dit, Jean-Charles, tu veux venir voir le signor Luciano? On relance Benetton. Donc je suis arrivé chez Benetton, qui était comme l'équivalent du Centre Pompidou pour moi. C'était des référents démocratiques, des référents chromatiques, des référents sociaux, des référents humains, et surtout c'était la fidélité à un style. Et chez Benetton, j'ai travaillé la couleur, j'ai travaillé les fondamentaux. Et en 3 ans, on a ramené une jeune génération. Ce qui est extraordinaire, c'est que chez Benetton, je m'adressais à des assemblées comme vous, mais ce n'étaient que des gens de marketing, vous imaginez.
Vous imaginez, si ici vous êtes tous du marketing et vous êtes tous détenteurs du savoir, hein, alors je leur ai dit, les 4P, c'est fini. C'est fini les 4P. Oubliez, le monde a changé. Maintenant, c'est les 5 E. Et là, j'ai inventé un concept qui dit, le premier E, c'est l'exposition. Et j'étais content d'entendre François-Henri et l'exposition. Le spectacle, le descendant de Guy Debord, la société du spectacle, hein, entertaining, hein, l'exposition. Le deuxième, c'est l'expérience, vivre une expérience, l'immersion. Où es-tu? Ah, je ne suis pas en train d'acheter un petit vêtement, je suis en train de lire une histoire, je suis en train de lire une nouvelle, je suis en train de vivre une expérience. L'écologie, bien sûr, le E de l'écologie, l'émotion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la bande-son dans ce lieu, est-ce qu'elle est à la hauteur d'une dimension avant-gardiste? Est-ce qu'elle est révélatrice des artistes de demain, hein? Et enfin, l'émotion. Comment? Et l'e-commerce, voilà. Merci Pauline. Et l'e-commerce. Et là, ils ont dit, waouh, le monde a tellement changé. Et c'est ce qu'on a mis en place chez United Color of Benetton. Je crois aux 5 E, à la transformation totale. J'ai investi, pour conclure, parce que je vois que... non, il me reste une. Non, OK. Depuis, parallèlement à mon aventure de Benetton, je vis une expérience extraordinaire en ce moment au Centre Pompidou, où je fais une exposition, atelier, installation, qui s'appelle « Le peuple de demain ». Le peuple de demain parle de ce dont je viens de vous parler, avec une mission de transmission, avec cette idée de passer aux générations futures, au travers de l'art, au travers de la couleur, au travers de l'histoire, parce que là, je n'ai pas eu le temps de vous parler d'histoire, sinon on aurait été là jusqu'à minuit, au travers de l'histoire, des valeurs, l'idée d'être ensemble et de transformer le monde dans une dimension charitable, humaine, fraternelle. Le plus extraordinaire, et là j'arrive enfin au art-getting que j'évoquais avant, c'est qu'au Centre Pompidou, après un an d'immersion dans la pandémie que nous avons tous vécue, où je dessinais mon exposition, j'ai eu envie de créer des parcelles, des fragments de mon exposition et qu'elles deviennent accessibles. Mon record était, on peut revenir à l'image précédente, non, c'est pas possible. Était de faire un marque-page à 1 €. Et j'ai créé pour le Centre Pompidou la première collection historique de produits qui ne sont pas dérivés, puisqu'ils n'ont pas été créés par des gens de marketing pour moi ou pour le centre, ils ont été créés par moi pour le plus grand nombre, pour cette idée de dire qu'en fait, l'art aujourd'hui a un rôle très, très important, parce que l'art est en train de rentrer dans une troisième dimension, qui est la célébration du vivre ensemble. Mais non, il me manque un mot, pardonnez-moi, non. De vivre une expérience ensemble, en fait. Hein. Je suis, quand je pense à cette installation que je vis au quotidien jusqu'en mai, il y a cette idée où l'art sert à initier les générations futures pour faire un monde meilleur. Voilà. Merci à vous. Voilà, le mot, je l'ai, c'est divertissement. Divertissement. L'art est en train de rentrer dans une autre dimension
qui est de participation et de divertissement. Donc la frontière entre le musée et Disneyland est à trouver